Allô, allô, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et vous allez voir la vidéo qui suit tout de suite mon message. C'est un vieux stream, un vieux live stream que j'ai fait sur Twitch. Je vous le présente parce que le contenu pourrait vous intéresser. Oui, je fais beaucoup de blablatage, mais je suis convaincue qu'il y a des sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous laisse sur la vidéo. Je vous en remercie beaucoup, beaucoup d'avoir écouté là. Puis, faites un pouce dans les airs, puis abonnez-vous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en ce nouveau stream de sorcellerie.net. Samedi prochain, j'ouvre la boîte de Witch Casquette. Selon Post Canada, je suis supposée de le recevoir lundi. Je reçois la prochaine boîte qui est la magie des bougies. Celle-là, j'ai bien hâte de voir. C'est celle du mois d'octobre qui a l'air vraiment exceptionnelle. Je vais vous dire ça. Celle du mois d'octobre, ça va être sur la divination. J'ai vraiment hâte de la voir, celle-là. Mais là, celle du mois de septembre, qui est sur les bougies, on va la voir, je vais la voir ce lundi et on va l'ouvrir. Ça va être la magie des bougies. On va pouvoir l'ouvrir, on va la découvrir ensemble. Souvent, la magie des bougies, c'est de quoi de hyper simple, vraiment hyper simple, puis c'est assez facile à mettre en pratique. Donc, si vous voulez vraiment commencer la pratique, puis quand je parle de commencer la pratique, c'est de commencer à pratiquer et non pas de commencer à y penser. Ce type de magie-là, c'est de quoi qui est quand même assez facile à faire, qui pourrait être un bon début. Fait que, il va y avoir, d'habitude dans la boîte, il y a des rituels qui mentionnent, il y a des petits sortilèges, des trucs et des petites choses comme ça. Des bougies, ça se trouve quand même assez facilement, peu cher. C'est sûr que des bougies noires, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Quoique, ces temps-ci, dans le temps d'Halloween, on peut peut-être en trouver plus facilement des bougies noires parce que ça fait Halloween, ça fait magie, ça fait sorcellerie. Et soit dit en passant, non, le noir, c'est pas pour la magie noire. Le noir, c'est plus pour le bannissement, c'est pour se débarrasser de quelque chose. C'est là qu'on sert des bougies noires. Puis se débarrasser de quelque chose, ça peut être autant se débarrasser d'une mauvaise habitude, ça peut être autant de se débarrasser d'une personne ou de se débarrasser d'une situation, dans le sens que il y a une situation qui se passe qu'on n'aime pas et on veut vraiment s'en éloigner le plus possible. C'est le type de couleur de bougie qu'on peut se servir. Sinon, la bougie blanche fait pour absolument tout. Vous n'avez pas besoin de payer plus cher pour avoir une bougie noire, une bougie rouge ou bleue. Le blanc fait pour absolument tout et c'est très, très, très peu coûteux. Vous pouvez vous en trouver vraiment n'importe où à des très petits prix. Je prône vraiment ça, très petit prix, parce que je trouve que dans le domaine de la magie puis de la sorcellerie, on veut nous vendre tout plein de trucs pour dire que ça c'est essentiel, ça c'est essentiel, ça c'est essentiel. Et parce que je sais que la Wicca, il faut quand même acheter plein de choses et certains types de pratiques vous encouragent à acheter plein de choses aussi. On finit par tout acheter ça pour se rendre compte que on n'aime pas ça et c'est de l'argent qu'on a un peu gaspillé par les fenêtres. Pour commencer, moi je suggère vraiment un outillage minimal pour que justement ça coûte pas trop cher. On commence la pratique et au fur et à mesure des mois et des années, hey, regarde, ça c'est super beau, il est pas trop cher, je vais me le procurer. Et c'est là qu'on peut acheter des choses, puis comme faire grandir un peu notre bibliothèque. Je vais vous donner un exemple. Moi, je pratique depuis... j'ai quasiment pas envie de dire le nombre d'années. Ça fait quand même assez longtemps, je dirais, ça fait une trentaine d'années. Et dans cette trentaine d'années-là, j'ai accumulé tellement de choses qu'au départ, je m'étais acheté, que finalement, je me sers pas. Et, tu sais, faut y aller simple aussi. Et j'ai ma boîte ici que vous voyez, là, celle-là. Elle est pleine à rebord d'encens. À rebord. On finit tranquillement, pas vite, par accumuler des choses, soit de l'encens qu'on nous donne, soit de l'encens que moi, j'en reçois beaucoup de mes boîtes et j'ai dû vraiment
Les boîtes sont quand même assez grosses. Je suis aveugle de toutes les séparer puis mettre les informations directement dans le sac parce que j'ai des petits sacs pour garder l'encens. Là, je vous donne des trucs avant vraiment de commencer le sujet. Là. J'attends que le temps que le monde arrive. Juste un instant. Ça, c'est mes tarots. Ça, c'est ma baguette que j'ai reçue de Witch Casquette. Salut Milera, j'espère que tu vas bien. Elle est vraiment géniale. Je l'adore parce que l'espèce de courbe, là, ça fit pour le doigt, j'adore ça. Ça, c'est vraiment la baguette géniale que j'ai reçue de Witch Casquette et que j'utilise. Je l'adore. Je sais pas s'ils en vendent encore sur la boutique de Witch Casquette. Si j'ai ma boîte d'encens ici. Et un exemple, ça, c'est une boîte que j'ai reçue de Witch Casquette. Et personnellement, tu sais, d'habitude, ça vient dans un emballage ou directement dans la boîte. Pour conserver la fraîcheur de l'encens, je me suis acheté des petits sacs Ziploc. J'ai écrit sur le dessus c'était quoi l'encens, mais j'ai acheté des petits sacs Ziploc, fait que comme ça, ben l'encens s'évapore pas et ma boîte sent pas parce qu'elle est pleine, elle est littéralement pleine d'encens. Pleine. À rebord. Oh, elle sent bon celle-là. C'est ça, elle est vraiment, je sais pas si vous le voyez, là. Elle est pleine à rebord d'encens. Puis ça, justement, c'est les années. C'est les années qui m'ont fait accumuler tout ça. Vous n'avez pas besoin de tout acheter ça au départ pour pratiquer. J'ai eu une bonne idée. Ouais, j'y pensais. Puis à chaque fois que j'ouvrais ma boîte, j'avais une tonne d'odeurs, ça me levait le cœur. Puis j'ai des encens que j'ai depuis quand même assez longtemps. Je me suis même demandé s'il était encore bon. Je me pose encore la question d'ailleurs. Et c'est là que je me suis dit, oui, mais là, ils ont dû, puis il y en a qui sentent plus grand-chose. Et c'est là que j'ai pensé, je dis, il doit sûrement avoir sur Amazon des Ziploc en long. J'en ai trouvé quand même pas trop cher. Je crois que ça m'a coûté une dizaine de dollars pour 1000. Fait que j'en ai comme un petit peu trop. Mais c'est ça, fait que j'ai les enveloppes. Mais quand on débute la pratique, dépêchez-vous pas à acheter plein de choses. Ça vaut pas la peine parce que, commencez par savoir si vous aimez ça. Commencez à voir quel type de magie vous voulez essayer. Des bougies, ça coûte pas grand-chose. Même de l'encens, souvent, on peut en trouver quand même assez facilement à un prix quand même assez faible. C'est sûr que si on va dans des boutiques ésotériques, on va voir des choses plus précises de ce qu'on veut, mais il va falloir mettre le prix. Malheureusement, il va falloir mettre notre main plus profonde dans notre poche parce que ça coûte plus cher en boutique ésotérique. Mais on peut trouver de l'encens un peu partout. Et là, je sais qu'il y a de la qualité là-dedans, mais ici au Québec, on a une boutique qui s'appelle Dolorama, que c'est l'espèce de boutique à 1$, et il y en a de l'encens là. Et il y a de l'encens comme l'encens de rose qu'on se sert beaucoup en magie. Il y a différents types d'encens comme ça. Patchouli, qui est comme un encens de base un peu, qu'on peut trouver à petit prix là. Je sais pas si la qualité accote vraiment comme un bon encens, mais je me suis dit que pour commencer, ça peut être un bon départ, ça peut être un bon début. À petit prix. Parce qu'il y a des kits qui se vendent sur Internet, sur Amazon, par exemple, des gros kits avec plein d'herbes, plein d'encens, plein de bougies. Ça coûte à peu près une centaine de dollars. Parce que j'ai déjà voulu m'en acheter une pour vous le présenter, pour dire, regarde, c'est-tu correct, c'est-tu pas correct? Mais à un moment donné, ça coûte cher. Est-ce que j'en ai de besoin? Pas du tout, parce que je suis pas mal tout équipée. Et j'ai pas un budget illimité. Fait que j'ai comme stoppé un peu mon idée. Fait que commencer vraiment tranquillement. Acheter le strict nécessaire. Souvent, une bougie blanche fait pour à peu près toutes les bougies. L'encens, au début, vous pouvez y aller avec l'odeur que vous préférez avant de commencer avec les correspondances. L'important, c'est vraiment de dire, ça, c'est comme mon odeur pour me mettre dans le bain, me mettre dans mon rituel. Puis par la suite, si vous voulez ajouter une couche, comme avec la correspondance par rapport au rituel que vous voulez faire, là, vous pouvez sélectionner un encens plus précis. Mais si vous faites un encens juste que vous trouvez qui sent bon, ça brisera pas votre rituel. C'est juste que ça aidera pas dans le sens que vous voulez aller.
mais je pense pas que ça va comme défaire ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous pouvez y aller à petit prix. Les livres que vous achetez, allez-y vraiment selon votre intérêt. Si l'intérêt change, vous achetez les livres nécessaires et vous pratiquez avec pas besoin d'acheter la boline, la tamée, la baguette et la totale, là. Au début, quand que je pratiquais, j'avais fait mon hôtel avec le sel, l'eau puis tout ça. Le bol de sel, moi, c'était un petit bol très, 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 très normal que j'avais pris dans mon armoire. La coupe avec l'eau, j'avais pris une coupe bien normale, une espèce de coupe à vin que j'avais mis là. Même un verre suffit, ça n'a pas besoin d'être vraiment la coupe spéciale. On a juste besoin de nettoyer, si je peux dire, l'espèce de... c'est comme de purifier pour l'utilisation des outils, mais ça n'a pas besoin, l'outil en tant que tel n'a pas besoin d'être de quoi de... c'est comme d'extraordinaire puis de coûteux. Et pour les autres objets, même chose, la bougie, ça reste que c'est une bougie. Quand on veut parler, par exemple, l'encens qui signifie plus l'air, encore là, on peut en trouver vraiment à de très petits prix. On peut se faire vraiment un hôtel qui coûte presque rien. La couverte par-dessus l'hôtel peut être n'importe quel drap que vous ne vous servez plus. Moi, présentement, ce que je me sers pour le dessus, quand que je fais vos présentations, l'espèce de couverte noire, ça m'avait été offert. Purifié et consacré, exactement, c'est ça. Merci. Je cherchais les mots, là. Fait, on peut trouver de quoi vraiment à très petit prix. On n'a pas besoin d'acheter la grosse affaire. On voit souvent sur Facebook des personnes qui veulent revendre le stock qu'ils ont acheté, puis il y a beaucoup de choses. Et la raison qui donne la vente, c'est « j'ai pas aimé ça finalement ». Quand on se dit « ouais, mais tu n'as acheté vraiment trop pour finalement dire que t'aimes pas ça ». Faut y aller tranquillement, pas vite. Puis avec les mois, puis avec les années, on finit par accumuler beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est ça. On finit par en accumuler vraiment beaucoup, mais avec le temps, avec vraiment, tu sais, comme les années puis tout ça. Aujourd'hui, le sujet principal du stream, c'est, en fait, on continue ce qu'on a discuté v'là 2 semaines. V'là 2 semaines, on a eu pas mal de discussions dans le chat qui a fait en sorte que j'ai pas pu présenter tout mon contenu. Puis là, je continue ce que je voulais présenter. C'est pas plus grave que ça si vous discutez beaucoup dans le chat. J'adore discuter avec vous. Et même si on sort un peu du sujet, même si on déborde, c'est pas plus grave que ça. Moi, le contenu est là et je vais juste le ramener une autre fois. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on continue ce qu'on avait débuté la dernière fois. La dernière fois, on avait débuté en parlant de c'était quoi la magie, c'était quoi la sorcellerie, un peu comment ça fonctionne. On avait commencé à parler un peu de méditation. Fait que là, on va comme continuer comme comment commencer, comment vraiment ouvrir la porte à la pratique et franchir le seuil pour vraiment, littéralement, commencer à pratiquer. Ça, c'est le 2e stream sur 3, parce que le 3e, là, on va vraiment parler de pratique technique, là, pas de technique, mais de pratique en tant que telle, quoi faire pour commencer à pratiquer. On va être rendu là. La dernière fois, j'avais parlé de techniques de méditation. Il y a des différentes techniques qu'on peut être faites. Juste faire un léger survol de ça. C'est pas le fait... La méditation, c'est pas le fait de penser à rien, mais le fait plus de se concentrer sur quelque chose ou de laisser aller les pensées, comme si on marchait et que les voitures étaient des pensées qu'on laisse juste passer puis qu'on s'accroche pas. Tout simplement. Il y a différentes façons. Il y a le mantra qu'on peut utiliser, les mantras genre ou avec des mots. Des fois, on peut dire répéter toujours une phrase. C'est niaiseux à dire, mais tu sais, il y en a qui disaient, on voit souvent à la TV, je suis belle, je suis bonne, je suis capable, je suis belle, je suis bonne, je suis capable. Le fait de répéter ces mots-là continuellement, de se concentrer là-dessus, c'est une forme de mantra. Il y a la méditation progressive qu'on peut trouver sur YouTube. En gros, c'est le fait de détendre chaque partie de notre corps en
en les scannant en même temps, comme bon, je détends les pieds, après ça va sur les mollets, après les genoux, après. Et il y en a des méthodes méditatives comme ça sur YouTube qu'on peut trouver pour nous guider là-dedans. Il y en a vraiment pas mal avec de la belle petite musique. Il y en a tout plein, tout plein, tout plein. On peut aussi utiliser notre imagination, qui est une forme de visualisation en même temps, pour entrer dans une espèce d'environnement calme. Ça peut être sur le bord de la plage, ça peut être dans une forêt, ça peut être n'importe où est-ce que vous vous sentez à l'aise, et vous pouvez aussi utiliser vos 5 sens dans ces méditations-là. C'est très relaxant. C'est comme si c'était votre jardin secret en même temps. Fait que vous visualisez, j'ai la misère un peu à parler, là. Vous vous visualisez en train de vous déplacer là-dedans, d'être assis, de rester confortable, de respirer, de profiter de la beauté, de sentir l'odeur des fleurs, par exemple. Ça peut être autant sur la plage, vous êtes sur un bateau avec la mer, tout autour, vous êtes dans l'espace. Ça peut être absolument n'importe où. C'est vraiment un espace privé où est-ce que vous vous sentez vraiment à l'aise. Vous pouvez faire un décompte de 100 à 0 en dégradant, vraiment vous concentrant sur les chiffres et en évitant toute pensée parasite. Et si une pensée parasite arrive, c'est pas plus grave que ça, on recommence ou on continue tout simplement. Ne vous tapez pas sur les doigts parce qu'il y a une pensée qui arrive, c'est de l'entraînement tout simplement. Vous êtes TDA? Il y en a beaucoup qui sont TDA et qui ont vraiment beaucoup de difficultés à se concentrer. Ben, vous pouvez utiliser le rythme, marcher, courir, ça a un beat, ça a un rythme. Concentrez-vous sur ce rythme-là. Vous pouvez danser aussi. En dansant, c'est comme si vous libérez et vous vous laissez aller, et c'est une façon en même temps de se calmer, de méditer. C'est vraiment là, se concentrer sur le mouvement, puis c'est pas plus grave si une pensée parasite. Continuez, tu sais, comme laissez-la de côté. Aussitôt que vous vous en rendez compte, laissez-la passer et continuez. Vous pouvez aussi visualiser que vous regardez le ciel avec des nuages, puis les pensées, c'est juste des nuages. Mais vous, la seule chose que vous faites, c'est regarder les nuages passer. Ça peut être relaxant, ça aussi. C'est ça, puis vous pouvez le faire en n'importe quel moment de la journée, n'importe quelle position. L'important, c'est d'être confortable. Et c'est correct aussi si vous vous endormez après un certain... Tu sais, que vous vous endormez des fois quand on fait un trop gros effort cognitif. Le cerveau se met à off, puis on fait des gros ronrons, là, on dort. C'est pas plus grave que ça. Ça aussi, c'est de l'entraînement. Commencez par quelques minutes. Et plus que vous avez l'habitude de méditer, ben augmentez les minutes à comme 2, 5, 10, 15, 20 minutes. Ça n'a pas besoin, une bonne méditation n'a pas besoin d'être 30 minutes, 1 heure. Un petit 5 minutes dans une salle de bain quand vous avez besoin de vous recentrer, ça suffit. Et le soir, avant de vous coucher, un petit 5 à 10 minutes, je fais une méditation pour vraiment tout laisser retomber toute la journée pour bien dormir. Moi, je le recommande, méditation avant le dodo, là, ça l'aide vraiment beaucoup à la qualité du sommeil. Donc, idéalement, 1 fois par jour, sinon, dès que possible. Ensuite, je voudrais vous parler de la visualisation. Ça, on n'en a pas parlé la dernière fois, ou presque pas parlé la dernière fois, parce que là, on était dans une grosse discussion. Donc, la visualisation, c'est un mélange d'imagination et de création psychique. Parce que la visualisation, il y a beaucoup de personnes qui s'en servent pour leur métier. Et tu sais, c'est pas directement lié à la pratique de la magie puis de la sorcellerie. C'est le fait de voir dans notre tête, comme une forme de répétition, en fait. Les danseurs le font pour pratiquer leur chorégraphie quand ils peuvent pas physiquement pratiquer leur chorégraphie. Ils entendent la musique, puis là, ils voient, ah oui, là, je fais tel mouvement, je fais tel mouvement. Les sportifs font la même chose. Ils visualisent le mouvement, par exemple, les plongeurs ou toutes les personnes qui ont des mouvements très précis à faire, autant sur la course, autant quand il faut qu'il fasse un saut en longueur. Même chose, tu visualises que, bon, je fais ça, puis c'est comme une espèce de pratique. Tu pratiques ton cerveau à savoir quand utiliser ses muscles.
pour que ça fonctionne bien. Parce que juste le pratiquer physiquement, c'est une chose, mais des fois, la visualisation peut aider, peut donner un coup de pouce à ce niveau-là. Dans la pratique de la magie et de la sorcellerie, oui, on se sert beaucoup de la visualisation parce que ça nous permet justement de mettre nos intentions. On crée une scène, on met nos intentions et par la suite, on envoie l'énergie pour dire, regarde, moi, c'est ça que je veux et je l'envoie. Donc, la visualisation est très, très, très importante à ce niveau-là. C'est très essentiel à la pratique. C'est comme ça que tout ce qu'on veut, en fait, on le visualise dans notre tête et c'est comme si on dit à notre subconscient, moi, c'est comme ça que je veux que ça se passe et on essaie de mettre le plus de détails possible parce que le diable se cache dans les détails. Tu sais, souvent, on a les histoires d'un génie qui exauce des souhaits, puis que finalement, le souhait que tu as demandé, c'est pas du tout ce que tu as, parce que tout est une question d'interprétation. Et comme je le disais, comme je le dis tout le temps, je me répète souvent, l'esprit ne comprend pas le négatif. Fait que si on dit des ne, des pas, des jamais, ben notre esprit va comme effacer ça, puis il va le faire. Comme quand on dit à un enfant, ne touche pas à ça, lui, dans sa tête, c'est plus fort que lui, il faut qu'il y touche. Quand initialement, il n'aurait même pas pensé d'y toucher. Fait que les négations, ça marche pas. Il faut l'éviter à tout prix. C'est pour ça que quand on parle d'affirmation positive, il faut comme construire tout ça pour que ça soit positif. Faut pas qu'il y ait de retrait. Faut tout que ça soit de l'ajout ou du changement au niveau positif. Donc, c'est notre subconscient qui va faire ce travail-là. Quand on parle justement dans les rituels qui dit qu'on fait un geste avec intention, quand on dit qu'il faut mettre l'énergie dans le rituel, mais c'est justement ça, c'est la visualisation qui met en place la scène et que nous, on pense à ça pour dire, bon, Marianne, je sais pas, moi, je veux avoir de l'argent, ben je visualise recevoir de l'argent, gagner un prix. Je visualise pour dire comme, oh yes, hey, j'ai gagné ça, puis j'ai de l'argent en surplus. Fait qu'il faut visualiser ça, puis par la suite, tu sais, pendant tout le rituel, et par la suite, bon, on envoie l'énergie et ça, c'est fait. La visualisation, c'est aussi, comme je parlais au niveau de la méditation, c'est la capacité d'utiliser nos 5 sens pour vivre un peu ce qu'on visualise. Ces sens-là, en fait, le fait de le pratiquer souvent, ça nous permet de développer en même temps nos sensations extrasensorielles. Le fait d'être capable de rentrer dans une scène, c'est comme, je ferme les yeux, je rentre dans une scène, puis là, ben, je visualise sortir d'une forêt pour entrer dans un château abandonné. Et là, il faut visualiser autant le décor, il faut visualiser autant le fait que je le rentre, c'est humide un peu à l'intérieur, je le sens, tu sais, comme on sent l'humidité, la sensation, on peut sentir le vent aussi autour de nous qui souffle, on peut en même temps sentir l'odeur d'humidité du vieux château, l'odeur de terre, l'odeur de, tu sais, même quand on est dans la nature, on peut sentir l'odeur des fleurs par visualisation. Ça, c'est du travail. C'est normal que vous réussissez pas au premier coup d'œil, mais c'est du travail. Dans votre visualisation, vous pouvez aussi cueillir une fraise, par exemple, et la goûter et de goûter par visualisation cette fraise-là. C'est, disons que c'est vraiment un tout. Quand on rentre, on visualise vraiment une scène. Utiliser nos 5 sens peut, tu sais, comme accentue un peu cette visualisation-là et ça fait en sorte que on est capable de vraiment centrer toute vraiment notre intention. Ces sens-là, on les aiguise. Plus qu'on va le pratiquer pour essayer de visualiser un peu, par exemple, le goût, l'odorat et tout, c'est une question de pratique. Au début, c'est normal que c'est plus difficile. Même des fois, il y en a qui ont plus de facilité à visualiser les odeurs que visualiser la scène, la vue. C'est correct, c'est une question de pratique, c'est pas une question de don, c'est pas une question de talent, c'est une question de pratique, faut être patient. On peut voir ça un peu comme des muscles qu'on entraîne.
Tout simplement, c'est un muscle, on l'entraîne et plus que ça va faire, mieux qu'on va être, meilleur qu'on va être. Autant meilleur qu'on va être à la méditation, meilleur qu'on peut être à la visualisation des différents sens. Ces sens-là, on appelle ça aussi les clairs, parce que autant qu'on peut visualiser la scène qu'on veut, on peut aussi percevoir par ces mêmes sens-là. Des fois, on le voit souvent quand on se dit, bon, une personne rentre dans un endroit qui est hanté, qui aurait des esprits à l'intérieur, le fait d'avoir aiguisé ces sens-là va faire en sorte qu'on va ressentir par ces sens-là ce qui se passe autour. Des fois, on peut sentir une odeur. Puis l'odeur, ça vient un peu de, justement, c'est notre façon d'interpréter la sensation qu'on a de l'esprit. On peut le voir, l'esprit, on peut le sentir, l'esprit. Il peut même nous toucher et on peut avoir nos sens peuvent nous informer par rapport à cet esprit-là. C'est pas l'esprit qui nous donne du goût, c'est plus le fait que nos sens l'interprètent de cette façon-là. Et si nous, on l'a développé, on va le ressentir aussi comme ça. Des fois, si l'esprit veut nous dire qu'il aime les fraises, là, je suis stocké ces fraises, mais si l'esprit veut nous dire qu'il aime les fraises, il peut littéralement soit nous donner l'image, ça c'est comme vraiment la vue. Il peut nous faire, comme justement penser à la fraise, il peut nous donner le goût, l'odeur. Fait que c'est pas, on peut recevoir des messages par nos différents sens. Fait que quand je dis que c'est les clairs, on a la clairvoyance qui est le fait de voir par l'esprit. On a la clairaudience qui est l'ouïe. La clair-tangence, qui est le toucher. La clair-gustance, qui est le goût. Et la clair-alliance, qui est l'odorat, qui est le nez. Donc, c'est 5 façons de voir la réalité. C'est pour ça que les 5 sens sont si importants. Le 6e sens, en fait, c'est plus l'intuition. Mais là, on n'en est pas là. Fait que c'est vraiment les 5 façons de percevoir la réalité, puis c'est les 5 façons qu'on peut autant visualiser pour modifier un peu la réalité, le fait de pratiquer la magie et la sorcellerie, ou de percevoir la réalité. Percevoir la réalité, c'est vraiment, on rentre dans une place, puis on peut sentir ce qui se passe. Et on peut utiliser, plus qu'on a travaillé nos 5 sens, plus qu'on peut avoir de l'information sur ce qui se passe. La clairvoyance peut se percevoir de 2 façons. On peut vraiment voir physiquement, comme moi je vois mon café ici. C'est une façon de voir, mais on peut aussi voir dans notre tête. Sans voir physiquement l'objet, on a l'image qui se pop dans notre esprit. C'est aussi une forme de clairvoyance. Une bonne façon de pratiquer la clairvoyance, c'est le fait de lire. Lire, et en lisant, on s'imagine la scène. On se l'imagine. En lisant ou en écoutant un livre audio, même chose. C'est le fait de visualiser dans notre tête la scène qui se passe. On écoute un film, puis on visualise la scène. On se ferme les yeux, évidemment, mais on visualise la scène dans notre tête. Puis ça peut être n'importe quel livre. Plus que vous lisez, plus que vous aurez de la facilité à faire, comme à visualiser les images dans votre tête. C'est vraiment une question de travailler l'imagination. On travaille l'imagination, ça l'aide beaucoup à la visualisation. La clairaudience, c'est vraiment la capacité d'entendre les choses de façon interne ou externe. On peut entendre une voix comme mon chat qui miaule, je l'entends pour de vrai, mais ça peut être aussi dans notre tête comme la clairvoyance. On peut le percevoir sans vraiment que nos oreilles l'aient entendu. C'est pour ça qu'on parle de interne et de externe. Là, je vais mentionner qu'en maladie mentale, on parle beaucoup de voix. Et c'est pas pareil, la clairaudience, puis toutes les voix qu'ils entendent là, dans les cas de psychose puis de schizophrénie. Parce que on peut entendre une voix, mais quand que la voix se répète, surtout quand elle est dénigrante,
Quand que c'est toujours la même chose, tu sais, des fois, il faut se poser des questions. Et quand que c'est répétitif, que c'est toujours la même chose, que c'est dénigrant, là, il y a peut-être un problème. Puis je vous recommande fortement d'aller consulter parce que c'est pas le genre de voix qui vient d'un esprit ou de notre intuition. Et ça, ben, la claire audience, il y a des façons pour se pratiquer, pour vraiment entendre. Juste le fait de visualiser dans une forêt et d'entendre le son des oiseaux, c'est une forme de pratique. Ou même quand on lit un livre, même chose. T'sais, si ça dit, bon, le personnage entend telle chose, ben on peut visualiser aussi ce son-là, puis avec la pratique, ça va venir. Ça peut... Voilà. Des fois, on peut entendre la musique. Des fois, je me pratique avec la clairaudience en me souvenant d'un morceau de musique, puis en essayant de le faire jouer dans ma tête le plus précisément possible. C'est une question de pratique, mais ça se fait bien aussi. La clair-tangence, c'est vraiment la sensation du toucher sur notre corps. On peut aller... la clair-tangence, c'est vraiment utile parce qu'on peut aller jusqu'à la psychométrie. La psychométrie, c'est quoi? C'est le fait de prendre un objet puis de pouvoir lire les informations qu'il y a dans l'objet, lire l'énergie qu'il y a dans l'objet. Ça, ça demande de la pratique, mais ça se fait. On peut mettre des intentions, puis on peut aussi détecter ces intentions-là. Fait que la claire tangence, c'est des informations qui passent par les sensations, c'est-à-dire le froid, la chair de poule, la douleur, les picotements, lorsqu'on sent qu'on a été touché. Puis ça, on en voit beaucoup quand on parle de contact avec les esprits, on parle beaucoup de clair-tangence. On peut aussi... les mains sont très utilisées pour ressentir. On a souvent une main émettrice puis une main réceptrice. La main dominante, c'est celle qui envoie de l'énergie, c'est celle qui permet de sentir, de détecter. Et la main réceptrice, c'est quand on veut absorber quelque chose, ben on utilise l'autre main. C'est une question de pratique, c'est une question d'entraînement encore là. Comment lire un objet? C'est comme... En fait, la façon que moi que j'utilise pour pouvoir faire ça, c'est que je prends l'objet, puis je visualise que c'est l'énergie qui est à l'intérieur rentre dans ma main pour pouvoir, je sais pas, moi je prends ma main réceptrice, je la tiens, là, puis l'énergie du livre rentre dans ma main comme des données informatiques. Puis que moi, ça me permet de détecter, de savoir, de ressentir qu'est-ce qu'il y a dans cet objet-là, où est-ce que ça devient, c'est quoi sa vibration, est-ce que je reconnais la vibration comme étant la vibration de quelqu'un d'autre, est-ce que ça appartient à quelqu'un? Est-ce que je connais la personne à qui ça appartient? Est-ce qu'il y a de quoi de négatif qui est touché à ça? Fait qu'il y a plein de données qu'on peut détecter vraiment comme ça. On peut mettre des informations aussi en visualisant, par exemple, l'objet et je lui donne de l'énergie, mais je donne l'énergie de l'intention que je veux. On peut créer une espèce de bulle autour qu'on concentre dans l'objet, qu'on rassemble jusqu'à mettre dans l'objet. Comme ça, on peut mettre une intention à un objet. C'est un peu comme ça qu'on met des intentions, par exemple, dans des talismans, dans des objets magiques qu'on fait. On peut fabriquer vraiment quelque chose et y mettre de l'intention, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est le fait on visualise tout ce qu'on veut, on concentre ça, par exemple, en une bulle ou en un carré, peu importe la façon que vous voulez vous l'imaginer, puis après, on le concentre pour que ça rentre dans l'objet. Et c'est comme ça que, justement, cette visualisation, cette énergie-là peut nous aider ou nous nuire, tout dépendant de ce qu'on fait. La clairgustance, c'est le fait de percevoir un goût qui n'existe pas. Présentement, j'ai un goût de café dans ma bouche parce que je suis en train de boire du café, mais si je veux, pour venir aux fraises, si je veux percevoir le goût de la fraise, ben c'est le fait de le percevoir sans l'avoir mangé. C'est assez rare et difficile de
d'utiliser cette capacité-là. C'est pas impossible, mais on n'en parle pas beaucoup, disons. Quand je dis rare, c'est vraiment pour ça que je dis ça. Comme les esprits peuvent nous permettre de transmettre les goûts que nous, qui veulent nous dire pour dire, regarde, moi j'aime telle chose, et comme ça, ben, quand on a un hôtel, par exemple, pour cet esprit-là, ben, on peut lui offrir en offrande. Un mauvais goût soudain est pas très bon signe, hein? On s'entend? Et pour améliorer cette capacité-là, ben, faut s'ouvrir au monde du goût, goûter le plus de choses possible, puis après, le lendemain, par exemple, revisualiser ce qu'on a goûté et toutes les sensations qu'on a eues avec ce goût-là. La claire alliance, c'est l'odeur, une odeur qui n'est pas dans l'air. Encore là, c'est lié au monde des esprits, comme je disais, et on peut sentir vraiment le parfum, par exemple, d'un être cher qui est décédé. C'est comme une façon de dire « Hey, je suis de passage, je suis venu te faire un coucou ». Ça nous permet de, justement, reconnaître les esprits qui nous visitent, puis autant avec la clairgustance, pour développer cette capacité-là, ben, on essaie de sentir le plus de choses possible, et après, plus tard, dans la soirée ou le lendemain, essayer de revisualiser cette odeur-là, mais sans y retourner le sentir. Fait que comme ça, ben, on peut se pratiquer à sentir des odeurs. Ça, c'est un peu toutes les clairs, un peu, ça englobe la visualisation. C'est une partie de la pratique de la magie qui est très, très, très importante parce que c'est comme ça qu'on met nos intentions. C'est comme ça qu'on fait un rituel et on le visualise de cette façon-là. Puis c'est comme ça que ça va se faire. Un rituel sans visualisation, sans mise d'intention, en fait, ça ne servira à rien. C'est comme l'équivalent d'allumer une bougie puis de méditer devant une bougie. Il faut mettre la visualisation pour mettre l'intention. C'est de la pratique. Encore là, si vous lisez beaucoup de livres, vous allez avoir beaucoup de facilité sur la visualisation. Par la suite, je voudrais vous parler d'ancrage, de grounding. L'ancrage, c'est très important à la pratique, tant qu'à moi, parce que ça permet de stabiliser nos niveaux d'énergie. Autant si on vit beaucoup d'énergie négative, si on a comme un surplus d'énergie, ça permet de nous rééquilibrer. Puis c'est quand même assez important pour éviter les surcharges. Quand que je parle de surcharge, c'est comme si quand on a trop d'énergie, on le dépense trop vite, puis après on écrase. Quand on a trop d'énergie négative, c'est pour éviter de l'absorber. Il faut vraiment de rééquilibrer notre énergie pour pas que, si par exemple on aide une personne, on fait de la guérison, on tire aux cartes, puis tout ça, ben ça, le fait de faire du grounding, de faire de l'ancrage, permet de rééquilibrer un peu ces énergies-là pour pouvoir vraiment ne pas absorber le négatif, ne pas absorber l'énergie de la personne et comme en vivre les conséquences. En fait, si une personne est malade et on absorbe beaucoup son énergie, ben nous, ça va nous épuiser. Fait que c'est bon de rééquilibrer un peu le tout. C'est comme une mise en terre d'électricité. Quand il y a un surplus, ben, ça va à terre. Et la façon de le visualiser ressemble un peu à ça. Au niveau de l'électricité, c'est pour éviter de briser les appareils. Ben nous, c'est pour éviter de nous briser nous-mêmes. Il faut quand même prendre soin de notre corps, prendre soin de notre esprit et prendre soin de notre énergie aussi pour qu'on reste quand même assez bien équilibré. Quand on sent qu'on en a trop à gérer, c'est là qu'il faut utiliser l'ancrage. Quand on essaie d'utiliser un petit peu trop fort nos capacités, des fois, ben, il y a comme une surcharge et des fois, le fait de s'ancrer avant nous permet de tout équilibrer. La Terre va nous aider à équilibrer tout ça. Tout dépendant où est-ce que vous voulez le visualiser, il y a différentes façons de faire. Ça, je l'ai déjà dit. J'ai comme des notes pour être sûr de rien oublier. Je suis du genre à oublier beaucoup de choses. La différente méthode pour faire l'ancrage, on peut tout simplement garder les pieds plats par terre, à plat, et visualiser, autant debout, assis, ça n'a pas d'importance, mais visualiser que il y a des racines
qui sortent de nos pieds, qui rentrent très, 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 très profond dans la terre, jusqu'à toucher au cœur, au noyau de la terre. Et ça s'enfonce profond. Plus qu'il y a de racines, mieux que c'est. Pourquoi il faut que ça rentre aussi creux? C'est qu'en fait, on va équilibrer notre énergie avec la terre. On rentre les racines, plus que de racines, plus que mieux que c'est. Et on visualise l'énergie. C'est comme tout ce qui est négatif que nous, on a, tout ce qu'on veut se débarrasser, en fait, on l'envoie à la terre et on absorbe ce qu'on veut. C'est-à-dire d'énergie positive, c'est-à-dire comme de quoi de rassurant, de chaud, de confortable. Ça, on absorbe tout ça dans notre corps pour vraiment avoir l'énergie qu'on veut, de quoi de déstabilisant, et donner ce qu'on veut plus. L'énergie négative, le trop-plein, on renvoie ça à la terre, on s'équilibre un peu de cette façon-là. On n'a pas besoin de faire de l'ancrage lié à la terre, on peut utiliser les autres éléments aussi, tout dépendant qu'est-ce qui est plus facile pour vous. Souvent, quand on visualise, quand on parle d'ancrage dans les livres, ils parlent justement de racines d'arbres qui rentrent profond dans la terre. Si vous êtes assis on dit en indien, là, mais les jambes croisées à terre, on peut visualiser que c'est vraiment toutes nos jambes et notre derrière, nos fesses, que les racines partent pour aller profond. Mais il y a d'autres façons aussi de faire une sorte d'ancrage. On peut vraiment... des fois, comment je peux dire, ça dépend de la visualisation que vous atteignez. Si vous pouvez vous visualiser à être dans l'eau, mais pas juste être dans l'eau, à être l'eau. Vous êtes à l'intérieur, vous flottez au sens des vagues et vous pouvez faire une espèce de visualisation de transfert d'énergie comme ça. Vous vous visualisez comme si vous étiez l'eau elle-même. Et là, ben, comme ça, vous faites les transferts. Même chose pour l'air. Vous pouvez visualiser être un nuage ou littéralement faire l'espèce d'arbre inverse, les racines inverses. Des fois, on dit que vous connectez avec le monde supérieur de cette façon-là. Il y a beaucoup de méthodes qui parlent de se connecter autant avec la Terre, autant avec le monde supérieur en même temps, qui fait en sorte que l'énergie de la Terre vers le monde supérieur passe par votre corps et c'est une façon aussi de s'équilibrer. Le feu, même chose, tout dépendant. Vous pouvez essayer de trouver une façon de le visualiser, autant avec le soleil, par exemple. Vous connectez au soleil, vous brûlez, vous échangez un peu les énergies, même chose qu'avec la Terre. C'est vraiment une façon de visualiser la chose pour s'apaiser, se grounder. Quand on vit beaucoup trop d'émotions négatives, par exemple, au travail, il se passe quelque chose, c'est massif, c'est grave, allez à la salle de bain, faire semblant que vous avez envie, mais utiliser ce petit 5 minutes-là pour vraiment vous grounder. En gros, c'est que vous rééquilibrez vos émotions pour éviter de surréagir ou de réagir de façon inappropriée, puis vous causez plus de problèmes que normalement vous auriez pas eu. Fait qu'il faut vraiment, ça nous permet de nous équilibrer nos émotions en même temps. Si vous avez des questions, gênez-vous surtout pas de les poser. J'espère que j'ai été claire par rapport au grounding. Non, tu viens pas, toi. Viens ici à la place. Hey, viens ici à la place. Non, je te vois aller. Non. Oh. C'est à lui que je parle. Il veut monter sur mon ordinateur, puis je veux pas, parce qu'il va faire plein de problèmes. Oh, de tout. Ah. Il fait du poil. C'est ça, fait que l'ancrage n'est pas essentiel à la pratique d'un rituel, mais moi, je le recommande fortement pour vraiment équilibrer votre énergie, pour stabiliser tout ce qui est émotionnel, pour ensuite être capable de visualiser, de mettre nos intentions sans être parasité par ce qui s'est passé dans la journée. Mettons que vous avez passé une très, 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 très mauvaise journée, mais ce soir-là, c'est la pleine lune et vous voulez faire un rituel qui n'aurait absolument rien à voir avec votre journée.
Si vous le faites, vous allez toujours avoir des pensées parasites de la journée que vous avez vécue. Et ça va ruiner un peu votre rituel. Fait que l'ancrage vous permet vraiment de vous stabiliser, de tout libérer ces émotions-là, de comme, tu sais, comme toutes les sensations négatives que j'ai, je le renvoie à la terre et voilà, c'est fait. La terre l'a nettoyé, nous l'a ramené, tu sais, nous a tout rempli d'une énergie plus apaisante. Et là, on est plus en mesure de faire ce rituel-là et de mettre nos intentions sans être parasité par tout ce qui est arrivé dans la journée. La méditation aide aussi, mais l'ancrage, c'est une forme de méditation qui est qui est plus précise, qui est plus concrète. Par la suite, j'aimerais vous parler de votre côté sombre. Pourquoi parler du côté sombre quand on parle de pratique de la magie? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à pratiquer la magie, qui choisissent quelque chose de bien, quelque chose de génial, pour se rendre compte que c'est pas du tout approprié pour eux. On s'imagine que, par exemple, je vais pratiquer la Wicca, je veux faire de quoi de très blanc, puis utiliser, tu sais, comme l'énergie positive pour travailler parce qu'on m'a dit que c'était ça qui était le bien. Et on se dit, c'est ça, mais là, on se sent pas bien parce qu'on se dit, coudonc, il me semble que ça marche pas, puis ce que je fais veut pas, puis je me sens pas bien là-dedans. En fait, l'important de s'écouter, d'essayer des fois, on peut faire des méditations pour réfléchir un peu sur qui on est, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous attire. Il y a des personnes qui sont attirées par l'énergie négative. Est-ce que ça fait en sorte que ces personnes-là sont méchantes et sont mauvaises? Pas du tout. Ça n'a absolument rien à voir. C'est juste qu'ils ont une attirance vers ce qui est plus noir, ce qui est plus sombre. Et cette attirance-là, il faut l'accepter, puis on peut s'en servir pour faire le bien aussi, cette attirance-là. Ça ne veut pas dire que on voit beaucoup des livres de magie blanche, qui est en réalité de la sorcellerie blanche. Il y a plein de rituels pour faire du mal. C'est drôle, hein? C'est pour contrôler quelqu'un, pour faire du mal, il n'y a absolument rien de bénéfique là-dedans. Mais il y a le mot blanc. Oui, mais c'est parce que non, il n'y a absolument rien de bénéfique là-dedans. C'est juste que ça utilise de l'énergie positive pour faire quelque chose de négatif. Autant qu'on peut utiliser de l'énergie négative pour faire quelque chose de positif. Il y a, on peut guérir par la goétie, par la magie noire, par tout ce qui est plus négatif, mais on peut quand même donner du bien. Ça dépend vraiment de l'attirance qu'on a avec l'énergie. Il faut s'écouter pour être capable de percevoir, moi, cette pratique-là, est-ce que ça me convient? Est-ce que je suis plus attirée? Moi, j'ai toujours été attirée, puis là, je parle pas de moi, là, mais mettons, je fais un exemple. Une personne qui est toujours attirée vers, justement, tu sais, comme vers la mort, vers les esprits, vers plus tout ce qui est pratique de contact, mais décide, oui, mais moi, on me dit que le bien, c'était la Wicca, je vais aller faire de la Wicca. Fait qu'il va finir par arrêter de pratiquer puis se dire la magie, c'est de la merde parce que ça fonctionne pas. Oui, mais c'est parce que tu t'es pas écouté. Écouter notre côté sombre, c'est des choses que on refuse de nous, quelque chose qu'on n'est pas fier de parler. Quelque chose qu'on cherche à cacher, qu'on cherche à isoler pour éviter que le monde s'en rende compte. On a peur d'être jugé. Fait que c'est pour ça qu'on n'en parle pas puis qu'on le cache le plus loin possible de notre, tu sais, comme dans notre moi pour pas que ça paraisse qu'on a ce côté-là. Notre côté sombre, c'est aussi des traits de personnalité qu'on n'aime pas, qu'on veut cacher, mais qu'on a. T'sais, le fait d'accepter notre côté sombre, c'est d'accepter qu'on a ces traits-là, non pas dans le sens que je l'accepte, donc je peux rien y faire et c'est tout. Non, il y a des choses qu'on peut améliorer. Il y a des choses que si une personne est très prompte et très, comme elle répond de façon toujours agressive, elle peut améliorer pour graduellement être de moins en moins agressive, être de moins en moins impulsive. Ça se travaille. Mais c'est quand même un côté sombre qu'on peut... qu'on doit accepter pour dire oui, Yann, je suis comme ça. Maintenant que je le reconnais, que je l'accepte, ben je pourrais peut-être travailler pour l'améliorer comme j'aimerais que ça soit. Mais au départ, il faut le reconnaître, puis il faut l'accepter qu'on est comme ça. Si on est plus attiré vers ce qui est sombre, il faut l'accepter comme ça. On n'a pas besoin de le crier sur tous les toits, mais on peut faire en sorte de l'accepter comme étant une partie de nous.
On peut aussi s'en servir pour justement s'améliorer, pour essayer de devenir une meilleure personne. Que ça marche ou que ça marche pas, ça a plus ou moins d'importance. Le fait, c'est vraiment le fait de je sais que j'ai cette problématique-là, puis qu'est-ce que je peux faire pour diminuer les impacts. Apprivoiser notre côté sombre, c'est une espèce de pas vers la connaissance de soi, vers le fait de savoir qui on est vraiment en détail. C'est une forme de, tu sais, on peut acquérir de la sagesse justement en découvrant vraiment qui on est. Comme ça nous permet de devenir plus puissant et plus fort. Et c'est plus facile comme ça aussi de savoir qu'est-ce qui m'intéresse, puis quel genre de pratique je veux me tourner. Est-ce que je veux me tourner vers quelque chose de plus sombre? Il y en a que ça va être plus les anges, il y en a que ça va être plus les élémentaux. Il faut vraiment s'écouter et non pas écouter les autres. Si les autres disent « Ah, c'est la Wicca qui est le meilleur », allez pas vers la Wicca. Vous pouvez regarder, voir est-ce que ça me convient avant de tout acheter le stock et toute la quantité de choses que ça exige pour pratiquer. Vous allez être très déçus après, puis il y a beaucoup de personnes qui abandonnent littéralement la pratique parce que justement, ils ont été mal conseillés. Mais la seule personne qui peut vous conseiller, c'est vous-même. Fait que c'est pour ça que c'est important de s'écouter. Qu'est-ce qui m'attire? Quand que je rentre dans une librairie, vers quelle section que les livres m'attirent, mais que j'ose pas prendre? Des fois, il faut oser. Faut oser pour dire, regarde, ça m'intéresse. Et la seule personne qui va vous juger, c'est peut-être la personne qui va vous vendre le livre, mais même encore là, est-ce qu'il va vraiment vous juger ou il va littéralement s'en foutre parce qu'il vous connaît pas? C'est comme ça, c'est peu importe comment qu'on le voit, reste que par la suite, vous pouvez lire le livre tranquille, tout seul, pour découvrir ce qui vous intéresse, découvrir vraiment, approfondir ce qui vous passionne, même si vous en avez honte. Comme ça, ben, ça va vous permettre de « Ah oui, moi, c'est vraiment ça ». Non, finalement, après de l'avoir lu, ça me convient pas, je vais aller plus vers une autre chose. Fait que c'est important vraiment de s'écouter et non pas d'écouter les autres. Par la suite, ça nous permet de choisir. Choisir, c'est un autre thème que je voulais vous parler parce que il faut essayer de choisir le type de pratique qui vous attire le plus. C'est-tu la divination? C'est-tu la nature? C'est-tu les entités? Il faut vraiment s'écouter justement en méditant. On peut vraiment essayer de se découvrir soi-même, mais en même temps découvrir qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on a de besoin? On peut prendre des notes. Faut pas avoir peur de se tromper parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé avec une pratique, qui ont bifurqué vers un autre pour en bifurquer vers un autre. C'est jamais perdu ce qu'on a appris. C'est jamais perdu parce qu'on a appris à faire un rituel. Par la suite, on bifurque vers un autre type de pratique et on n'a pas besoin de commencer par la base parce qu'on se connaît déjà pas mal la base. C'est sûr qu'il y a des modifications à faire sur certains rituels, mais reste que la base, on la connaît. Faut pas avoir peur de se tromper, faut pas avoir peur de changer. Quand on sent que c'est pas notre place, faut pas avoir peur de changer. Comme on dit, il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Il y a juste les fous qui ne doutent pas. Douter, c'est important, c'est bon pour la santé mentale, le fait de douter. Pour dire, est-ce que j'ai vraiment vécu ça? Et on essaie de réfléchir là-dessus. Les enseignements reçus sont très utiles dans le futur. Personnellement, j'ai commencé avec de la pratique plus, je vais dire quasiment hétéroclite au début parce que j'avais pas lu de livre, puis je faisais un peu ce que je ressentais. Par la suite, une amie m'a initiée à la Wicca, que j'ai pas... c'était vraiment, mais vraiment pas ma tasse de thé. Par la suite, là, j'ai changé, puis en bout de ligne, j'ai fini par bâtir ma pratique parce que je me reconnais pas vraiment dans aucune pratique déjà préétablie. Fait que j'ai bâti la mienne. Est-ce que j'en crée une religion? Pas du tout, mais reste que moi, ça me convient. Moi, ça, je me sens bien là-dedans et j'ai ma pratique. Et oui, regarde, j'utilise les correspondances, j'utilise la lune, mais reste que toutes les connaissances que j'ai acquises me servent beaucoup.
On perd jamais notre temps à essayer une pratique. En fait, on se découvre en même temps, ça nous permet d'acquérir de la sagesse. C'est important. Faut essayer, briser les tabous, s'ouvrir aux possibilités sans jugement. Faut pas se juger soi-même, il faut rester ouvert. Dans la pratique, l'impulsivité puis l'impatience est votre pire ennemi. Souvent, on veut être bon demain matin. On veut être capable de, je sais pas moi, de faire une incantation, une évocation hier. Mais non, ça fonctionne pas comme ça. Et souvent, quand on va trop vite, ça peut avoir des effets secondaires assez néfastes. Il y a l'effet escompté n'arrivera pas, puis on risque d'avoir quelque chose de négatif qu'on voulait pas du tout. Faut prendre son temps. De toute façon, on devient pas mécanicien en feuilletant un livre. Il faut pratiquer. Il faut lire, il faut apprendre et il faut mettre en pratique ce qu'on a appris. C'est pour ça que je vous parle que justement la partie 3 va être vraiment basée qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer la pratique, pour briser la glace, pour franchir le seuil de la porte, pour dire bon, je pratique à partir de maintenant. Ça va être le prochain stream. Pas la semaine prochaine, l'autre. Il faut écouter votre intuition, c'est très important. L'attirance qu'on a vers un type d'énergie, vers un type de pratique. Faut suivre le chemin qu'on se sent bien et non pas qu'on nous pointe. Ça, on dirait que je me répète depuis 5 minutes, là. Toutes mes excuses. Ça marche par l'intention, en fait. Ensuite, pour terminer, je vais parler des questions les plus courantes qu'on se fait poser par une personne qui est intéressée par la pratique. Par exemple, les dons. Est-ce que c'est essentiel d'avoir un don pour pratiquer? Pas du tout. Est-ce que c'est essentiel d'avoir un don pour faire de la divination? Non. Mais les personnes il y a des personnes que ça va être plus naturel, plus facile, mais ça veut pas dire que moi j'ai pas de don, donc je peux pas faire ça. J'ai pas de don, par exemple, pour tirer au tarot, donc je peux pas en faire. C'est faux. Ça se pratique, ça se travaille, ça s'entraîne. C'est un entraînement. Puis même, vous pouvez devenir meilleur par l'entraînement que les personnes qui ont une facilité. J'appellerai pas ça un don, je vais appeler ça une facilité. Parce que c'est comme une personne qui a une facilité avec de la musique, à jouer du piano. Ils ont un don, ils ont un talent, c'est très, très, très facile pour eux. Mais si vous travaillez fort, vous risquez de les dépasser parce que les personnes qui ont une facilité ont moins tendance à travailler pour s'améliorer. Donc, ils s'assient un petit peu sur leur laurier. Et aussitôt que on se dit, je le maîtrise, comme c'est correct, je m'assis, j'ai plus besoin d'avancer, on stagne et même on recule. Il faut toujours se garder en tête qu'on est tout le temps en train d'avancer, on est toujours en train d'évoluer et on est toujours en train d'apprendre. On n'est jamais vraiment maître. On n'est jamais vraiment maître de ce qu'on sait, de ce qu'on fait. Oubliez ça, c'est sûr et certain que vous ne saurez jamais tout, vous ne maîtriserez jamais tout, vous allez toujours être dans l'amélioration de. Il faut le voir comme ça, parce que sinon, vous allez commencer à stagner, puis de l'eau stagnante, ça fait pas grand-chose. Ça fait des bébites. Ok, je sais qu'elle est plate, ma joke. Ensuite, est-ce qu'un mentor, un maître ou une école est obligatoire? Non. Il y a certaines pratiques que c'est très difficile à avoir de l'information et avoir de l'enseignement sans entrer dans une école. Ça, ça dépend vraiment de la pratique, mais si vous voulez vraiment, comme il y a beaucoup de livres qui expliquent comment pratiquer. Vous pouvez commencer par vous-même, vous pouvez découvrir est-ce qu'une école est essentielle. Surtout les écoles que la seule chose qu'ils vous font, c'est qu'ils vous donnent des documents par Internet. Ça, je vous le recommande pas parce que souvent, ces documents-là, est-ce que c'est vraiment vrai? Qui certifie que c'est vraiment vrai? Il y a beaucoup de personnes qui aiment se sentir maîtres puis faire une école de magie puis de sorcellerie et en plus faire payer pour les enseignements qu'ils donnent. Où est-ce qu'ils deviennent? C'est quoi leur background? Et encore là, il faudra aller vérifier, pas juste se fier à leurs paroles, il faut aller vérifier leur background parce que des fois, c'est du vent. Parce qu'ils veulent juste avoir votre argent. Est-ce qu'un mentor ou un maître, c'est obligatoire? Non plus.
C'est sûr que ça pourrait aider, mais il y a tellement, tellement de faux maîtres que moi, sincèrement, je le recommande pas. Il y a eu beaucoup de viols, de vols d'argent. Il y a eu tellement de choses qui est liées, tu sais, comme de crime qui est lié au fait que le maître montre à l'élève, puis l'élève se fait avoir, tu sais, comme 100%. Le maître, finalement, montre pas grand-chose, mais la seule chose que lui voulait, c'est soit l'argent ou soit le corps de l'élève pour faire ses bases besognes, parce que non, le sexe n'est pas obligatoire en pratique. La nudité non plus n'est pas obligatoire dans la pratique. Puis ça, il y en a qui se rincent l'œil un petit peu là-dedans, puis il y a beaucoup de faux maîtres, il y a beaucoup de faux mentors, et c'est cette raison-là, j'aurais tendance à dire que non. Il y a beaucoup de fausses écoles aussi. Non, je vous le recommande pas non plus. Est-il important d'entrer dans un groupe de pratiquants pour pratiquer en groupe? Non. Ça dépend comment que vous vous sentez. Si vous, pour vous, vous voulez pratiquer avec des personnes pour être en groupe, ben vous pouvez vous en créer un groupe ou vous pouvez entrer dans un groupe. Ça dépend, tu sais, encore là, idéalement, essayez de connaître les personnes avant pour pas vous faire avoir. Mais est-ce que c'est essentiel? Non. Si vous voulez pratiquer seul, pratiquez seul. Il n'y a aucune obligation à pratiquer en groupe ou d'être dans un groupe de pratiquants. Dans un coven, par exemple. Il n'y a aucune obligation. Vous pouvez pratiquer tout seul si vous voulez pratiquer tout seul. Est-ce que les effets sont comme dans les séries ou dans les films? Non. Vous verrez pas d'orage, d'éclair qui va arriver, mais par contre, vous pouvez le ressentir. On sent que les énergies, c'est fébrile, on sent que les énergies sont fortes, qu'ils sont là, ça, on peut le sentir. Puis ça, encore là, c'est avec un des éclairs que je vous ai parlé plus tôt. Mais ça, on peut le ressentir. Mais il n'y aura pas d'orage, il n'y aura pas de... tu sais, comme... comme on voit dans les films, là, vous verrez pas ça, des grosses lumières aveuglantes, on n'aura pas ça. Par contre, on peut ressentir quelque chose qui ressemble à ça. C'est sûr que dans les films, on n'a pas la sensation, fait que eux le mettent plus au niveau visuel. Mais reste que on peut sentir que les énergies sont comme électrisantes, sont orageuses, sans avoir d'orage dehors. Donc non, il n'y aura pas de gros éclairs, il n'y aura pas de fumée, il n'y aura pas de... Non. Mais reste que c'est sûr que c'est beau à voir dans les films, par contre. C'est impressionnant. Souvent, on nous demande pourquoi ça fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne pas? Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent faire en sorte que ça fonctionne pas. Il y a le type d'énergie que vous utilisez. Si, par exemple, vous utilisez l'énergie positive quand que vous êtes attiré plus vers l'énergie négative, ben ça se peut que ça fonctionne pas parce que vous vous sentez pas de phase avec ce que vous faites, avec l'énergie que vous utilisez. Aussitôt qu'on se sent inconfortable, peu importe dans quoi, dans quel domaine, c'est sûr que s'il y a des gros risques que ça fonctionne pas. Par exemple, le fait de faire un rituel nu quand que vous vous sentez vraiment pas à l'aise, ben vous allez comme auto-saboter un peu le rituel parce que vous n'êtes pas à l'aise. Vous devez être à l'aise. Si vous êtes à l'aise nu, faites-le nu. Si vous êtes à l'aise habillé, puis d'une certaine façon, faites-le comme vous voulez. L'important, c'est d'être bien puis d'être à l'aise. L'intention, est-ce que vous avez bien placé votre intention? Est-ce que vous avez bien visualisé ce que vous voulez? Ça, ben, ça peut faire en sorte que ça ne fonctionne pas. Si la visualisation est mauvaise, est déficiente, s'il manque de détails, oui, c'est fort probable que ça ne fonctionne pas. Il y a d'autres types de raisons qui font en sorte que ça ne fonctionne pas. C'est quand que c'est, par exemple, je dis, vous voulez marier Brad Pitt. OK, Brad Pitt revient souvent, c'est pas que je veux le marier, mais vous voulez marier Brad Pitt. On s'entend que c'est très peu probable que ça fonctionne. De un, parce que vous n'êtes pas le seul à le demander. Ça dépend aussi de l'énergie environnante, ça dépend du monde qu'il y a autour, des désirs du monde autour. Des fois, on dit tout est contre moi, ben ça peut être un peu ça. Parce que, tu sais, des fois, en méditant, on peut percevoir un peu les espèces de courants d'énergie qui se déplacent. On peut percevoir un peu qu'est-ce qui se passe. Et si, je sais pas moi, il y a la vague va
vers vous et vous voulez aller contre la vague, ça marchera pas. Littéralement, ça marchera pas. Des fois, c'est un peu de la résilience, en fait, pour dire, regarde, oui, je flotte avec la vague, mais j'essaye de contourner pour finalement arriver à mes buts. Mais nager contre la vague, ça fonctionne pas. Fait que des fois, on peut ressentir un peu l'énergie, les courants pour voir est-ce que ça a des chances de fonctionner. Tu sais, je veux gagner à la loterie. Vous n'êtes pas le seul, disons. Mais encore là, ça a très peu de chances de réussir. Par exemple, si vous visualisez un gratteux, pour dire un gratteux dans le sens de une espèce de comment ça s'appelle en français, une espèce de petit de la loterie là qu'on peut gratter pour voir si on gagne. Ben ce genre de choses-là, on pourrait parce que c'est nous qui va le choisir. Une expérience qui m'est déjà arrivée, un ticket à gratter, merci Milera, un ticket à gratter, en effet. Quelque chose qui m'est déjà arrivé, c'est que le père de mon garçon, on était dans une boutique, puis on cherchait vraiment une figurine rare. Mais des fois, on achète des boîtes, on n'a aucune idée quelle figurine qu'il y a dans la boîte. C'est un hasard. C'est vraiment un hasard. On ne le sait pas, on la jette et on le découvre après. Donc, j'avais une tonne de boîtes en face de moi et je me disais laquelle, moi, on voulait avoir de quoi de rare. Et littéralement, j'ai touché toutes les boîtes. Et il y en a une que j'ai senti des picotements. On a acheté cette boîte-là et c'est arrivé, on a eu vraiment un item hyper rare. C'était un dragon, il était magnifique et hyper rare. Puis là, c'est là que le père à mon fils me dit, tu peux-tu recommencer pour aller en chercher un autre? Et que j'ai recommencé, mais il n'y avait rien d'autre de rare, mais reste que des fois, il faut, tu sais, quand on peut choisir ce qu'on veut, ben on peut se dire, est-ce que dans ce que j'ai à choisir, j'ai des chances de gagner? Si on sent que, oups, celui-là, je me sens attiré, je vais le prendre, c'est comme ça qu'on peut se pratiquer en même temps, et ça, c'est des chances qu'on peut avoir de gagner. Mais à gagner la loterie, comme au Québec, on a le 649, on a le Québec Max, oubliez ça, ça marchera pas. Vous n'êtes pas le seul à le vouloir. Fait que si vous avez un choix, puis que dans les choix, il y a la possibilité pour dire, regarde, celui-là, je vais gagner, ben là, vous pouvez faire un rituel pour dire, regarde, je veux être capable de détecter les tickets gagnants. Et voilà. Dans combien de temps je vais devenir maître dans ma pratique? Ça, vous n'aimerez pas ma réponse. En fait, ma réponse, c'est probablement jamais. On n'est jamais maître parce que plus qu'on avance dans la pratique, plus qu'on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose. Parce que au début, on se dit « Ah, ben c'est juste ça, puis on avance. » Mais plus qu'on avance, plus qu'on apprend, plus que ça s'ouvre, plus que ça grandit pour dire « Mais il y a donc bien des choses à savoir. » Même dans ma pratique, là, on pense connaître tout, mais whoop, il y a un élément qui arrive pour dire « Hey, ça, je connais pas ça. » En fait, on est toujours en train d'apprendre. Ce que vous devriez plus vous dire, c'est c'est pas je veux devenir maître dans ma pratique, c'est plutôt combien de temps ça va me prendre avant d'être à l'aise dans ma pratique, avant de savoir que bon, mais il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça et tout. Ça a plus de sens que de devenir maître. On ne sera jamais maître, mais on peut devenir à l'aise, on peut devenir confortable dans notre pratique quand on sait à quoi s'attendre, quand on sait comment faire, quand on est vraiment pour dire là, j'ai pas de stress, je pratique, je veux faire ça, ah ben c'est simple, juste à faire ça. Ça, c'est vraiment l'expérience qui va faire en sorte qu'on va être comme ça. Moi, j'aurais tendance à vous dire, si vous pratiquez régulièrement, vous pourriez devenir maître dans votre pratique. Mais pas maître, je m'excuse, je me reprends. Vous pouvez devenir habitué, à l'aise dans votre pratique en quelques mois. Ça n'a pas besoin d'être nécessairement hyper long, mais il faut vraiment pratiquer de façon régulière. Faire la méditation, visualiser, vraiment s'exercer de façon régulière, minimalement une fois par semaine, en quelques mois peut-être. Oui, c'est ça, une pratique fluide, exactement.
En quelques mois, peut-être 1 an ou 2, vous allez pouvoir vraiment être à l'aise, savoir où chercher l'information parce qu'on peut pas tout savoir. La quantité de livres que j'ai là, c'est quasiment impossible. Même des fois, je me suis dit, j'ai vu ça quelque part, où est-ce que j'ai vu ça? Puis on cherche, on cherche, on cherche. C'est avoir vraiment une pratique fluide, ça prend, je dirais, avec une pratique régulière, un entraînement et une pratique de, tu sais, comme de rituel, puisque vous voulez faire régulier, je dirais quelques mois, peut-être 1 année, 2 années, tout dépendant de la pratique que vous avez. Vous allez avoir justement une pratique fluide, facile, et vous allez pouvoir rentrer là-dedans. Vous ne deviendrez jamais maître. Ça, c'est plus qu'on apprend, plus qu'on se rend compte qu'on ne sait rien. Qu'on ne sait pas grand-chose. Ça, je vous dis, là, j'ai beaucoup d'années de pratique en arrière de moi. J'ai essayé plusieurs choses. Et on apprend tout le temps. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Il y a toujours... faut faire attention aussi aux auteurs qu'on lit. Il faut faire très attention parce que souvent, il y a des faux auteurs. Hein? Il y a des personnes qui disent « Je vais tout vous apprendre sur la magie blanche », puis en réalité, ça parle seulement de Wicca et c'est juste des rituels. Fait que faut faire attention. Des fois, c'est du vol de contenu qui prennent d'un autre auteur, d'un autre livre ou littéralement de site Internet. Il y a beaucoup de vols de contenu. Et la preuve flagrante du vol de contenu, c'est qu'il y a des personnes qui viennent sur sorcellerie.net parce qu'ils ont trouvé un article PDF de sorcellerie.net. C'est pour ça que je faisais des articles en PDF cachés pour pas que le monde copie-colle mon contenu puis dise que c'est eux qui l'ont écrit. Fait que comme ça, je me dis, ça fait de la pub en même temps. C'est écrit sur sorcellerie.net en gros en bas de chaque page. Donc, ceci dit, il y a beaucoup de vols de contenu qui se fait. Il faut faire attention aux auteurs. Il faut des fois aller sur les réputations. Puis même encore là, un auteur qui peut avoir une bonne réputation, vous pouvez le lire et vous dire « Mais moi, ça ne me convient pas du tout. » Il y en a qui adorent Garner, par exemple, puis il y en a d'autres qui le méprisent. Ça dépend vraiment faut le lire, faut vraiment pas se fier aux autres, faut le lire pour vous faire votre propre opinion. Quoique si vous vous intéressez pas à la Wicca, ça sert absolument à rien de lire du Garner. Combien de temps tu prends pour l'ancrage ou la méditation? C'est une bonne question, Miss Tem. En fait, ça dépend de ton entraînement sur l'ancrage. Personnellement, je sais que ça dépend de l'aisance, oui, puis de l'expérience. Je dirais que normalement, un bon ancrage, quand on est vraiment capable de bien visualiser, c'est vraiment pas long. Ça peut prendre quelques secondes, floum, ça rentre. Au début, ça peut vous prendre quand même un peu de temps. Ce qui est long sur l'ancrage, c'est vraiment le fait de bien visualiser sans avoir des espèces de pensées parasites qui vous arrivent autour. De là l'importance de pratiquer de la méditation. Je dirais peut-être que faire un bel ancrage au début, ça pourrait vous prendre peut-être 10-15 minutes pour bien visualiser, bien rentrer, faire les échanges. Si vous voulez vraiment le faire comme il faut, même quand vous êtes habitué, je dirais c'est tellement relaxant c'est comme quand on se connecte avec la Terre, qu'on peut comme, je peux dire, respirer, avoir une espèce, visualiser comme si on respirait, c'est comme on absorbe l'énergie, on pousse ce qu'on veut pas, on absorbe l'énergie, on pousse ce qu'on veut pas. Je dirais peut-être 15 minutes, tout dépendant de votre capacité à rester concentré longtemps. Plus que vous allez avoir de l'expérience, plus que ça va être plus facile, donc ça va se faire plus en plus rapidement. Des fois, je disais qu'on va, on a une grosse sensation au travail, on s'en va aux toilettes, puis on fait de l'ancrage. On peut faire ça debout et littéralement, on peut pousser nos racines comme si elles explosent dans la terre et non pas la voir tranquillement pousser et tout. On peut comme faire un peu vers le sol, on rentre profondément dans la terre, puis après on respire un peu cette énergie-là pour s'équilibrer. Mais c'est vraiment une question de... je sais que t'aimes pas quand je dis ça, mais c'est plus qu'on va pratiquer, plus que ça va devenir facile. L'ancrage. La méditation, même chose. La méditation, ce qui est difficile, c'est les pensées parasites.
mais il faut pas se taper sur les doigts pour dire « Ah non, j'ai une pensée parasite, merde, 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 je suis pas bonne dans la méditation. » Non, 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 on en a toutes des pensées parasites. C'est vraiment, faut les voir comme étant une voiture qui passe ou un nuage qui passe. Il passe, on y touche pas, on fait rien, on l'a vu, mais c'est tout, on se concentre pas dessus. C'est vraiment comme ça, puis plus qu'on va s'entraîner, plus qu'on va être capable de justement pouvoir voir passer les nuages, mais pas s'attarder sur les nuages. Se concentrer, méditer sur ce qu'on veut méditer. On peut méditer sur une situation pour essayer de le voir d'une façon plus externe, parce que quand on embarque nos émotions dans une situation, on pense pas clair. Pour penser clair, en méditant, on élimine nos émotions et c'est comme si on revenait puis on regardait de haut la situation. Comme si on devenait un personnage de la situation. Et là, on a une pensée pas mal plus claire. Fait qu'on peut se concentrer sur une situation, sur une chose, sur hey, j'aimerais savoir des idées, qu'est-ce que je peux faire, puis on peut se concentrer sur une chose dans la méditation. Peut-on pratiquer dans sa chambre à coucher? J'ai pas trop de place pour un hôtel et je vis pas seule, donc je voulais mettre mon hôtel dans ma chambre, mais j'ai peur que l'influence des énergies trouble mon sommeil, surtout si l'hôtel est proche du lit. Ça dépend ce que tu veux faire. Si ton hôtel est là pour, c'est comme pour t'équilibrer, pour t'apporter du positif et tout, là, il n'y a aucun problème d'avoir un hôtel dans votre chambre à coucher parce que le but vraiment, c'est de s'équilibrer, de faire de la bonne pratique puis d'attirer du positif. Si ton hôtel est là pour faire des pratiques d'invocation, vous voulez faire des évocations, parce qu'il y a une différence entre invocation puis évocation. C'est les contacts en gros avec comme des entités pour faire des demandes précises. Si vous voulez faire justement tout ce qui est plus un mélange d'énergie négative pour envoyer du mal, parce qu'il y en a que c'est ça qu'ils veulent faire, fait que j'irai pas juger. Là, je vous conseille de faire la pratique ailleurs. La chambre à coucher, justement, étant donné que vous brassez des énergies, si c'est des énergies qui peuvent être un peu négatives ou vous invoquez des entités, faites pas ça dans votre chambre à coucher, faites ça ailleurs. Parce qu'il faut vraiment le faire pour vous protéger de cette entité-là et pas qu'elle garde une influence dans la place. C'était plus pour des prières et me mettre en harmonie avec la nature et les éléments. Ça, il n'y a pas de problème. Tu peux faire ça dans ta chambre à coucher. Ça, il n'y a aucun problème. De toute façon, c'est quelque chose que tu veux amener avec toi, que tu veux garder avec toi, cette harmonie-là, puis cette... comment je peux dire... cet équilibre-là, tu veux le garder avec toi, fait qu'il n'y a pas de problème dans ta chambre à coucher. Par contre, si vous voulez faire un rituel pour vous débarrasser de quelqu'un, si vous voulez faire un rituel pour... faire du mal à quelqu'un qui vous a fait du mal, je vous le recommande pas. Parce que ça brasse d'autres types d'énergie qu'on n'a pas envie de garder à côté de notre lit. Ce genre de rituel-là, on peut le faire ailleurs. On prend un moment où est-ce qu'il y a personne dans la maison et on fait le rituel où est-ce qu'on sait qu'elles sont parties au cinéma, j'ai 2 heures de libre, je le fais à ce moment-là. On peut le faire à l'extérieur aussi, se trouver un endroit tranquille dans la forêt. N'importe où, on se trouve un endroit où est-ce que c'est très peu fréquenté. On s'installe à cet endroit-là et on le fait. Idéalement, on peut se trouver aussi un lieu de pouvoir où est-ce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'énergie qui coule puis qui bouge à cet endroit-là et on le fait là. On fait notre rituel à cet endroit-là. On n'a pas besoin de le faire dans la maison. On peut en profiter pour sortir et le faire à l'extérieur et le faire dans la nature, justement. Ce serait une solution alternative quand on veut faire des choses un petit peu plus touchées, mettons. Mais dans la chambre, il n'y a pas de problème, ça dépend de ce que vous voulez en faire. J'espère que tout ce que j'ai mentionné, ça vous aide, ça vous permet d'avancer, de pratiquer de vous entraîner, je vais le dire comme ça, de vous entraîner pour vraiment franchir la porte, être prêt à franchir la porte. Attendez pas de dire « Ah là, je le maîtrise pas à 100%, je le maîtrise pas à 100%, je pratiquerai pas tout de suite. »
Il y a des petites choses qu'on peut commencer à pratiquer, même si on maîtrise pas à 100% la visualisation. Il y a des choses qu'on peut commencer, s'entraîner, pratiquer, qui n'aura pas trop de conséquences. Ça, on va en parler dans 2 semaines. Merci pour ta réponse, c'était parfait, génial. Merci. C'est ça, fait que la suite, là, on va vraiment parler de pratique. Ça va être le 5 octobre. C'est là que je vais en parler. C'est ça, 5 octobre? Parce que là, aujourd'hui, on est le 21. Ouais, ça devrait être le 5 octobre. Ça dépend, j'ai pas encore fait mon horaire du mois d'octobre, là, mais ça devrait être le prochain stream après celui de Witch Casquette, qui est le 28, où est-ce qu'on va parler de la magie des bougies. J'ai du mal à me lancer dans la pratique. Je trouve toujours un truc qui m'en empêche. Oui, c'est pour ça que je fais le stream que je fais là, pour vraiment dire, regarde, il y a cette étape-là qui est importante, il y a cette étape-là qui est importante, il y a ça aussi qui est important. Et là, au prochain stream, là, je vais parler vraiment de commencer, vraiment se lancer. Tu sais, comme on a ouvert la porte, mais là, on va traverser le cadre de la porte, on va rentrer dedans, on va se lancer dans la pratique. Au pire, si j'ai pas 20 minutes d'ancrage devant moi, c'est dans la puissance ou précision que ça va être moins puissant. I guess. En fait, ça se peut que tu fasses tes échanges d'énergie, mais que ça soit pas efficace à 100%, dans le sens que t'as pas terminé tous les échanges, que oui, tu t'es équilibré un peu, mais pas à 100%. En fait, quand que tu dis c'est dans la puissance ou la précision, je suppose que c'est vraiment dans le type d'énergie qu'on absorbe. Juste le fait de sentir quand on rentre nos racines dans la terre, par exemple, juste le fait on peut ressentir la chaleur de la terre, et des fois ça nous calme, et c'est suffisant. C'est ça, de la manipulation d'énergie. Okay. Parce que c'est ça, faut être vraiment... la manipulation d'énergie, c'est le fait de connecter la visualisation avec l'énergie qu'il y a autour. On visualise l'énergie pour dire, regarde, moi, je veux que l'énergie fasse ça. Puis comme, c'est... visualiser un peu comme si on faisait de la télékinésie, en fait. D'être capable de bouger les objets, sauf que là, on bouge l'énergie. Et là, il faut visualiser que vraiment notre énergie descend, puis on la sent descendre, littéralement. On la sent descendre complètement en bas. Et là, whoop, là, il y a la bonne énergie qui nous remonte. Et là, on se sent... on se sent apaisé, on sent la chaleur de cette énergie-là, on se sent enveloppé là-dedans. Et en fait, c'est plus l'équilibre qui ne sera pas équilibré si tu manques de temps. Mais le fait de commencer, c'est déjà un bon début parce que tu vas en avoir fait une partie. Fait que si tu dis j'ai juste 5 minutes, fais ce que tu peux en 5 minutes. Au moins, ça va être un début. Ça va être, tu vas l'avoir commencé, tu vas l'avoir fait une partie. Fait que si tu as besoin de équilibrer tes émotions, ben, tu vas en avoir au moins une petite partie d'équilibrer. Fait que c'est pas peine perdue pour dire j'ai juste 2 minutes, j'ai pas le temps, c'est pas grave, essaye au moins. Fais-le, lance-toi, fais-le. Il faut être dans un... Non, ça dépend. C'est pourquoi j'ai fait le rituel du sac plus tard et prendre le temps. Oui, c'est ça, tu prends tout le temps que tu as de besoin. Tu visualises tout ce que tu as de besoin. Mais pour t'ancrer, tu n'as pas besoin d'être dans un état calme. Tu n'as pas besoin. Méditer, ça serait une bonne idée de t'ancrer avant de méditer. Parce que t'ancrer, là, tu peux être en colère, vivre plein d'émotions. Et là, tu visualises vraiment, tu sais, comme tes racines. Puis toutes tes émotions, là, tu le prends, puis tu le descends vers la terre. T'en veux plus. Puis là, après, tu prends toute la chaleur, l'énergie de la terre, puis là, tu le remontes en toi. Juste ça, c'est calmant, c'est relaxant. Oui, tu gagnes en quelque part. Même si c'est 10%, mais c'est ça, c'est 10% de gagner que tu n'aurais pas eu si tu n'étais pas ancré. Puis plus que tu vas t'ancrer, même si c'est des petits 2 minutes par-ci, par-là, ça va devenir de plus en plus facile, même si c'est des petits moments, même si c'est des petits temps. Fait que fais-le pareil, ça va être ça de gagner. Et juste le fait de prendre toutes tes émotions et de lancer tes émotions profondes dans la terre, juste ça va te...
il me semble que ça va t'alléger. Tu prends tout ce que tu trouves lourd, toutes tes mauvaises pensées, et tu les envoies profond dans la terre. Ça, c'est vraiment un ancrage quand que, je sais pas moi, on vit quelque chose de très émotionnel au travail, qu'il y a une collègue qui vous met dans tous vos états. Ben, avant de faire quelque chose qu'on va regretter plus tard, on va faire un petit tour dans la salle de bain ou dans un coin où est-ce qu'on ne se fera pas déranger. C'est pour ça que je dis la salle de bain, parce que souvent, on va aux toilettes, puis il n'y a personne qui nous dérange aux toilettes. On va toutes pousser ces émotions-là, fait que comme ça, on va être capable d'avoir une pensée plus claire et de bien réfléchir et d'agir correctement face à la situation pour ne pas nous attirer plus de problèmes. Fait que oui, l'ancrage, là, ça n'a pas besoin d'être long. Un minimum est suffisant pour ça. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. Un grand merci d'avoir été là. On se dit à demain. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vieille vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez venir nous voir discuter en direct, c'est sur Twitch. Et ce que vous voyez sur YouTube, c'est juste une toute petite partie de ce qu'on fait sur Twitch. Donc, j'espère vraiment que vous allez venir nous rejoindre sur la chaîne Sorcellerie Net sur Twitch. On fait des open box, on fait tout plein de belles découvertes, des rituels. On fait beaucoup d'informations que vous ne voyez pas, malheureusement, sur YouTube. Venez nous voir, c'est gratuit. On se dit à la prochaine. Bye bye!